J'acceptais avec conviction la proposition faite par le collège de Bernardin de travailler pendant près de 2 ans dans ce climat de recherche, d'amitié, de dialogue. Le climat de cette institution, voulu depuis de longues années désormais par le cardinal Lustiger, a montré sa capacité de faire discuter et de faire dialoguer. Le cardinal Lustiger, bien que convaincu pour sa part que l'Évangile était l'âme de la vie, avait le sentiment que le christianisme ne pouvait pas exister à Paris, en France, en Europe, sans idées. Le christianisme ne peut pas exister à Paris sans idées, sans dialogue avec la culture, sans recherche. Et pour Lustiger, les idées ne tombaient pas ni de l'autel ni du ciel, mais se forgeaient dans le dialogue entre compétences, expérience, mémoire, espérance d'une grande ville et du monde. Or, dans quel horizon placer aujourd'hui nos recherches et notre dialogue? Pendant les 2 années de cette chaire, j'ai cru pouvoir poser comme horizon problématique à nos réflexions et recherches celui de la mondialisation, celui de la globalisation. Banalité, évidence, sans doute, mais c'est un cadre réaliste et très problématique que nous fouillons souvent en continuant à parler de nos matières, de nos compétences, de nos problèmes, surtout par rapport au présent et à l'avenir, comme si rien ne s'était passé. Mais c'est beaucoup ce qui s'est passé dans les 2 dernières décennies. En réalité, la mondialisation a complètement changé les termes de questions. Il s'agit d'un horizon immense, inépuisable du point de vue de la connaissance. Mais c'est bien notre horizon, l'horizon actuel pour mener une réflexion sur la politique, sur la gouvernance, sur l'économie, sur la femme et l'homme, sur l'anthropologie, enfin, sur les vécus religieux. C'est l'horizon par excellence. Je ne présente pas ici une analyse des résultats de ce mois qui ont été sans doute seulement au début de la recherche sur les grands thèmes humanisme et globalisation. Ce qui me semble important et acquis, c'est de situer les différents savoirs ou les différentes problématiques dans l'horizon de cette actualité. Je considère déjà cela comme notre résultat. Avoir posé les problèmes, car il nous impose une recette, si je puis employer ce terme, une recette qui change la mesure et les perspectives. Au cours de ce colloque conclusif, nous traiterons des thèmes dans le cadre de la mondialisation, la gouvernance mondiale d'une part, le développement et l'économie de l'autre. Ce sont des aspects dans lesquels la révolution d'horizons globaux a fait sentir tout le poids de sa main. Pourtant, même sur ces problématiques, nous sommes dans une grande incertitude. Je pense que notre temps d'incertitude a besoin de plus d'intelligence. Il suffirait évoquer la crise économique, mais aussi la crise politique européenne. Nous sommes dans une grande incertitude sur les relations internationales, dans un monde multipolaire, dans lequel le titre d'empire ne revient plus qu'un seul pays,
mais quelquefois on s'interroge si c'est seulement un titre ou s'il s'agit d'un empire. Surtout, on ne voit plus clairement l'avenir. On ne voit pas l'avenir et il n'est pas facile de le voir quand le monde est aussi multipolaire et quand les instruments d'analyse n'ont pas encore été positionnés au bon endroit. Si elles ne voient pas l'avenir à long terme, les politiques économiques deviennent conjoncturelles et jouent parfois le rôle de pompiers. Mais nous sommes ici dans une maison d'anciens pompiers. Alors, c'est un peu un signe, l'histoire de cette maison, le passage d'une maison de pompiers à la maison de la recherche d'une vision. Il n'y a pas de vision dans les relations entre les pays, ni une idée du monde que nous voulons. En cela se manifeste la tentation de céder au pessimisme, comme celui de la théorie de l'affrontement des civilisations d'Huntington, qui est devenue une espèce de koiné ressurgissant d'un moment à l'autre. C'est en somme une absence de vision qui se manifeste et la nécessité de lieux où élaborer, discuter, rechercher sur les visions. Absence de vision, c'est un climat qu'on respire dans nos pays européens. Je me souviens toujours de ce vers de jeune Karol Wojtyła, évêque en Pologne, qui écrivait en regardant le futur dans les années 50. Je crois, je cite, je crois que l'homme souffre surtout de l'absence de vision. S'il souffre de l'absence de vision, alors doit s'ouvrir la voie au milieu de signes, jusqu'à ce qui gravitent à l'intérieur et qui mûrit comme fruit de la parole. Certes, ce sentiment est exprimé à une époque où l'horizon était bloqué par le bipolarisme de fer et la Pologne de Wojtyła n'avait pas de futur. Il y avait une situation bloquée qu'il fallait remettre en mouvement. Or, cela semblait pas possible. Il manquait une vision de l'avenir et l'histoire semblait s'être arrêtée. Wojtyła croyait à une force historique qui mûrissait comme fruit de la parole et qui gravitait à l'intérieur. Cette force historique pouvait remettre en mouvement une situation bloquée. De rêve. Aujourd'hui, c'est différent, très différent, trop différent. Il existe trop d'histoires entremêlées, interconnectées dans le cadre d'un désordre mondial. Il n'y a pas un bloc, mais une complexité extrême. La culture européenne peine à comprendre, à discuter, à donner une indication. Je crois que l'absence de vision de l'avenir est un fait qui caractérise notre culture et notre politique européenne. Les élections européennes récentes ont montré dans certains pays non seulement un choix plébiscitaire anti-européen, mais un choix pour une politique de défense de l'existante. Ce n'est pas qu'il y a une vision alternative à la politique de l'autodéfense. Elle n'a pas été assez lucide ni assez convaincante pour représenter une vraie alternative. Il faut se défendre de l'avenir quand il apparaît comme une expropriation du présent à travers les immigrés, les flux économiques internationaux, les institutions européennes internationales, le capitalisme international et tant d'autres éléments. Oui, cher ami, plus qu'une vision, il s'agit d'une géopolitique des émotions, pour reprendre l'expression de Dominique Moïse. Il semble au contraire que les visions ne payent plus ou ne sont plus nécessaires.
peut-être produit d'un monde simplifié ou idéologique. Il semble plutôt qu'il se soit produit un divorce entre culture, pensée, politique. Et la politique semble avoir besoin ou être tétanisée par le média, ou avoir besoin seulement de médias. Ainsi, les visions sont beaucoup moins nécessaires que les émotions. La déculturation de la politique s'accompagne aujourd'hui à la déculturation de la religion. Une déculturation si évidente dans les religions de la prospérité qui, du sud du monde, monte vers le nord. La déculturation de la politique et de la religion est une réalité avec laquelle la culture et la recherche doivent faire leur compte. Cette situation implique de vivre dans une certaine inintelligibilité du présent. Ce n'est pas que nous soyons analphabètes. Au contraire, avec le temps, nous devenons de plus en plus spécialisés dans un coin du savoir. En somme, le nombre croît de lectures spécialisées, techniques, hyper spécialisées, qui sont nécessaires pour faire marcher les machines de la technique, de la science, de la médecine, de l'économie, de la production, ainsi de suite. Mais la somme de tout cela ne fait pas une vision. L'absence de vision de l'avenir implique, en outre, une perte, un oubli du sens de l'histoire. Mais l'histoire a été une grande caractéristique de la culture européenne, cette dernière étant, par sa nature, une réalité historique. En réalité, les grands récits historiques linéaires du XXe siècle, bien que lestés d'idéologie et de rhétorique de masse, avaient la fonction de soutenir la vision de l'avenir et de faire participer les gens à une vision du futur, que soit la vision radieuse du nationalisme, de l'émancipation sociale du capitalisme, comme dans les partis communistes, ou encore celle du progrès. Or, le déclin de l'histoire, l'affirmation de l'hyperspécialisation, l'absence de vision globale ne sont que deux aspects de la vaste crise de l'humanisme dans le monde contemporain. Est-ce le déclin des disciplines humanistes traditionnelles? L'absence de vision rejoint à la crise de nous, des sujets, de l'ensemble. L'histoire devient circulaire, tandis que les sujets se restreignent au moi. C'est tout le discours que nous avons affronté sur l'anthropologie de la femme et de l'homme de la globalisation. Et nous avons parlé de ce dépaysement de l'homme et de la femme globaux devant à la peur du futur. De Auger à Bauman, tout le monde parle de la peur comme le sentiment de nos contemporains. D'où le succès d'une politique de défense. Face à cela, ce sera peut-être un peu velléitaire, je ne puis dissimuler l'inquiétude. C'est un phénomène humain et politique qui, comme l'aurait dit le vieux Marcuse, et je m'excuse de citer ce vieux idole de 68, une situation qui produit un homme à une seule dimension. C'est à ce nivellement que réagit celui qui est plongé dans la culture européenne. Mais c'est aussi les croyants qui réagissent, comme l'a montré ces dernières années l'Église de Pape François, en recommençant à écrire une histoire. Il y a une demande de culture pour s'orienter dans le monde global, une demande d'histoire
de géographie, de pensée longue, de pensée globale. Je voudrais donner un petit exemple italien, un bon exemple italien, vu que Lucio Caracciolo est parmi nous. Dans la confusion, après la chute du mur de Berlin, sont apparus de nouveaux acteurs étatiques, nationaux, jusqu'alors ignorés ou considérés comme insignifiants dans une histoire qui était jouée parmi les deux empires. Le monde était trop compliqué pour les quotidiennes, pour les lecteurs de la réalité normale. C'est dans ce contexte qu'en 1993 est créée en Italie la revue de géopolitique Limes, qui a notamment valorisé l'apport de l'école géopolitique française. Limes a connu et connaît un grand succès, pas seulement en raison du dévouement intelligent de son directeur, mais aussi en raison de sa capacité d'intercepter une demande de savoir face aux horizons du monde global. Les produits culturels a créé aussi une demande croissante, faisant passer la géopolitique d'une vieille discipline à un intérêt général qui gravite autour d'une question, dans quel monde sommes-nous? Une revue qui a eu le courage de ne pas avoir peur de la complexité. Toutefois, on ne doit pas parler seulement de la perte du sens de l'histoire, mais du brusque redimensionnement de ce que nous appelons de manière générique l'humanisme. En effet, le point central de notre colloque est les voies d'un nouvel humanisme dans la globalisation. Placé dans ce monde global, l'humanisme est-il encore possible? C'est la question. Question sans réponse, question qui réouvre des chantiers de recherche. À l'absence de vision, on réagit avec la recherche. Une recherche, selon l'indication de Wojtyła, qui consiste à ouvrir la voie au milieu de signes. C'est une expression signe de temps, très utilisée après le Vatican II, mais aujourd'hui quasiment oubliée. Mais tellement important à cette époque que Paul VI, en 69, le remarqua avec force en disant, je cite, « À présent s'offre à l'esprit moderne l'invitation à déchiffrer dans la réalité historique les signes, c'est-à-dire les indications d'un sens ultérieur à celui qui a été enregistré par l'observateur passif. Déchiffrer la réalité d'aujourd'hui devient pour moi un devoir intellectuel passionnant. Il faut comprendre les signes qui habitent la réalité de notre temps. Mais que veut dire ouvrir la voie au milieu de signes? Le monde des religions tend à distribuer des affirmations péremptoires, non seulement d'ordre théologique, mais aussi d'ordre moral et social. Ouvrir la voie au milieu de signes, c'est cet esprit de recherche, de débat, d'étude, d'échange qui nous a animés. Et je vous remercie pour cette expérience. La recherche est toujours inachevée. Chaque recherche sérieuse est toujours inachevée. Mais son problème est qu'elle est constante, entremêlée à d'autres, et qu'elle ne s'éteint pas dans la répétition comme un mantra. Or, la grande tradition chrétienne ne peut s'enfermer dans les affirmations péremptoires ou dans l'affirmation de valeurs sur lesquelles on ne peut pas ni discuter ni négocier. En effet, devant les horizons anthropologiques et géographiques et humains du monde illimité, il y a un défi pour cette tradition. Se demander
si un humanisme est possible et avec qui on doit jouer la construction d'un nouvel humanisme, nouvelle car situé dans cette réalité. En 1945, Jean-Paul Sartre, c'est une vieille histoire. Vous voyez, je parlais de Marcuse, je suis en arrière, mais j'arrive à ce vieux livre de Jean-Paul Sartre, qu'en le relisant, il semble un peu trop orgueilleux. Jean-Paul Sartre prononça une conférence sur le thème captivant, l'existentialisme. L'existentialisme est un humanisme qui apparaissait comme la fondation d'un humanisme à lui. Peut-on dire aujourd'hui que nous avons entre nos mains un humanisme à fonder avec une conférence? C'était très simple. Entre l'université et le café Flora et sa recherche de fonder un humanisme. Maintenant, notre laboratoire est plus complexe, plus difficile, international, plein de compétences. Mais nous sentons l'urgence, pas de fonder un humanisme, mais de trouver des pistes de recherche d'un humanisme dans ce monde globalisé, si positif, si intéressant, mais aussi dramatique, complexe, à risque de déshumanité. Pour ça, je n'ai aucun résultat, mais je porte avec moi un grand résultat. Le sentiment de la nécessité de trouver des voies humanistes dans le siècle de la globalisation est une méthode de travail qui a forgé dans les 2 années passées. Travailler ensemble, rechercher, discuter les besoins de différentes cultures et de différentes spécialités à l'intérieur de cette vision. Merci. Voilà, merci beaucoup à Andrea Riccardi pour cette introduction stimulante. Nous commençons avec vous, Lucio Caracciolo. Vous êtes journaliste, essayiste, professeur, spécialiste de géopolitique. Voilà, et vous nous parlez de la géopolitique de la globalisation, un état des lieux. Permettez-moi de commencer par le titre que vous m'avez donné, monsieur, c'est-à-dire la géopolitique de la globalisation. Je partage complètement ce que Andrea disait à propos de la globalisation ou de la mondialisation, comme peut-être vous dites en France, comme horizon. Mais ici, je voudrais d'abord analyser ce qui me semble être une sorte de contradiction logique et historique entre les 2 termes de mon titre, la géopolitique et la globalisation. Du point de vue strictement analytique, me semble-t-il que la globalisation soit devenue un mot un peu passe-partout, très chargé d'idéologie, qui ne peut pas être utilisé dans le contexte d'une réflexion analytique, surtout pas géopolitique. Une chose, c'est l'horizon, qui est permanent et qu'on n'arrive jamais à atteindre. Autre chose, c'est l'idée d'une mondialisation qui existe et qui est structurée géopolitiquement. Si la géopolitique est l'analyse des conflits de pouvoir dans des espaces, dans des domaines déterminés, spécifiques, la globalisation sera, au sens strict du terme, la fin de toute géopolitique, parce qu'il y aurait un standard universel établi une fois pour toutes, peut-être sous forme de gouvernement global, ou peut-être sous autre forme, mais quand même un standard universel. Or, sommes-nous en train de vivre ce standard? Est-ce que ce siècle est le siècle de la standardisation du point de vue de la géopolitique? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de semblable à ce que M. George Bush le père évoquait au début des années 90, quand il parlait de « the New World Order », le nouveau ordre mondial? Franchement, je ne vois pas. Bien au contraire,
je vois que le monde bouge très très vite, que nous sommes dans une phase très dynamique de l'histoire. Et ce qui est paradoxal, c'est que ça se passe peut-être 20 ans après la publication d'ouvrages très ambitieux sur la fin de l'histoire, c'est-à-dire aussi la fin de la géopolitique, évidemment, et sur l'idée qu'effectivement, il y avait à l'époque un standard qui avait gagné, le standard américain, c'est-à-dire le standard de l'interprétation américaine de la liberté et de la démocratie, qui n'est pas nécessairement notre interprétation, c'est-à-dire l'interprétation des Italiens, des Français, des Européens, mais quand même c'est une interprétation, comme si c'était une sorte d'esprit absolu en termes hegeliens. D'ailleurs, M. Fukuyama est, disons, quelqu'un qui a très bien étudié Hegel, mais peut-être pas par le biais de Hippolyte, par d'autres biais. C'est-à-dire qu'à l'avis de, pas uniquement M. Fukuyama, mais beaucoup de penseurs et de décideurs américains des années 90, la fin de l'Union soviétique, la fin de l'Empire soviétique avait établi effectivement une interprétation commune du monde à partir de la vision américaine, du modèle américain, ou peut-être pour utiliser un mot américain, du brand, de la marque américaine, qui est beaucoup plus que l'économie, la finance. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus fascinant, de beaucoup plus attractif, la marque américaine. Bon, franchement, vu d'ici, de Paris, 20 ans après ou 25 ans après, on peut dire que cette vision un peu statique, enfin la fin de l'histoire justement, la fin de l'histoire et le dernier homme, ça c'est le titre complet et à propos d'humanisme. Alors, il faut partir de la fin de l'histoire, justement. Bon, il y a pas mal de monde qui dit que quand même, il existe une mondialisation, c'est-à-dire il y a une interdépendance économique très forte, il y a une intermédiation financière en temps réel, il y a la possibilité d'avoir des informations en temps réel. Est-ce que ça veut dire avoir un standard universel? Non, je ne crois pas. L'interdépendance ne signifie pas l'homologation, bien au contraire. L'interdépendance est aussi la base de tout dialogue ou de tout conflit. Le fait d'être en connexion les uns les autres ne signifie pas d'être d'accord. Bien au contraire, ça signifie qu'il faut discuter, qu'il faut peut-être partager des valeurs, des intérêts, des projets. Rien d'établi. Il n'y a pas de status quo. Bien au contraire, il y a une phase, comme je disais, de mobilisation de l'histoire. Un deuxième point, à mon avis, on ne peut pas parler de globalisation sans globalisateur. Et au sens géopolitique du terme, je parle ici d'un fédérateur géopolitique. C'est-à-dire il faut quelqu'un qui établisse un point de vue et qui soit capable, à cause de sa puissance, à cause de sa souveraineté, à cause de sa culture attractive, de sa marque, justement, de son brand, de établir une donne, de fédérer les autres par la force, par la conviction, par un mélange des deux, par l'exemple. En tout cas, c'est un paradigme et il faut quelqu'un qui puisse établir ce paradigme. Alors ça, c'était probablement l'Amérique des années 90. Tout ça est justement fini avec le 11 septembre, avec l'attaque djihadiste à New York et à Washington,
et avec la guerre au terrorisme. Depuis peut-être 2006, et en tout cas après l'élection de M. Obama, on voit que cette idée d'une Amérique qui se prolonge dans le monde, qui se projette dans le monde, est en crise et que l'Amérique est bien en retraite. Oui, une retraite mesurée, graduelle, très partielle, mais quand même une retraite. Et qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue géopolitique? Ça veut dire que si le plus grand acteur, la plus grande puissance au monde est en train de se retirer du monde, ça ouvre des espaces, il y a des vides. Et l'histoire nous rappelle que quand il y a des vides, il y a quelqu'un qui veut le combler. Et normalement, si une puissance se retire, il y a d'autres puissances qui misent à ces vacuums, à ces espaces plutôt vastes que l'Amérique a évacués depuis 7-8 ans. Le problème, c'est que, contrairement à ce que beaucoup de monde pense, il n'y a pas d'alternative en termes d'autres puissances. Je ne vois pas une Chine qui puisse prendre la place de l'Amérique et imposer un standard universel. Ce n'est pas dans la vocation de la Chine, ce n'est pas dans l'histoire de la Chine, ce n'est pas dans le pouvoir de la Chine. On a eu pas mal de débats il y a quelques ans sur est-ce que ce siècle sera le siècle américain ou le siècle chinois. À mon avis, ce siècle risque d'être le siècle de personne. Ça veut dire de pas mal de monde. D'ailleurs, cette retraite que les amis américaines nous présentent comme une sorte de choix stratégique, à mon avis, ce n'est pas un choix, c'est une nécessité. C'est une nécessité rationnelle parce qu'on ne peut pas régler le monde à partir d'un seul État, même si cet État est très puissant, et même si cet État a une religion de soi-même. Parce que ce qui distingue l'Amérique d'autres pays, peut-être pas tellement la France, c'est le fait d'avoir une religion de soi-même, d'avoir une idée missionnaire de soi-même. Et c'est peut-être aussi la raison pourquoi les Français et les Américains peut-être se comprennent très bien. Ils ne s'aiment pas toujours, mais ils se comprennent très bien. Donc il n'y a pas, à mon avis, de successeur des États-Unis. C'est plutôt le triomphe des pouvoirs informels. Qu'est-ce que j'entends par pouvoir informel? Bon, des tribus, des mafias, des clans, ou aussi des États qui ont formellement des institutions, ont une façade institutionnelle, mais qui au fond expriment d'autres pouvoirs. Il y a pas mal d'États mafieux, par exemple, dans les Balkans, ou peut-être en Afrique, on risque d'en avoir aussi dans l'Union européenne, à mon avis. Les pouvoirs informels, c'est peut-être le plus grand danger que nous avons maintenant face à nous. D'abord parce qu'il est très difficile d'établir une relation avec eux. Ils n'ont pas de code qui soit immédiatement compréhensible. Ils ne raisonnent pas en termes d'intérêts nationaux, évidemment, ils ont d'autres intérêts. Ils ne raisonnent pas en termes non plus strictement économiques, parce que leur pouvoir, contrairement à ce que beaucoup de monde pense, ce n'est pas uniquement un pouvoir économique, je pense par exemple aux mafias, mais c'est aussi un pouvoir culturel. Ce qui me frappe toujours quand je parle avec des amis qui ont une fréquentation involontaire avec des domaines gouvernés de fait par les pouvoirs informels, par exemple certaines régions de mon même pays, c'est de voir combien le consensus social vis-à-vis de ce pouvoir informel est fort et est en train de s'agrandir, parce que surtout dans une phase de crise, les ressources de ce pouvoir sont beaucoup plus fortes des ressources des pouvoirs formels, surtout du point de vue économique, mais pas uniquement.
Et ils produisent parce que c'est aussi une industrie, des produits, des services que les pouvoirs formels ont bien du mal à produire. Alors, en revenant à la géopolitique, ces phénomènes de désagrégation, de balkanisation, on le voit, surtout d'Italie, on le voit très proche. Ce n'est pas quelque chose qui se passe loin de nous. Si vous passez la frontière de Trieste et vous misez vers l'Est, vous n'avez qu'une série de frontières contestées jusqu'à la Russie, jusqu'à l'Ukraine. En partant de Croatie-Slovénie, puis il y a le grand problème enfin de ne rien savoir, c'est-à-dire le problème hongrois, parce que si on passe quelques jours à Budapest, on ne parle que du Trianon. Et il y a les cartes partout de la Grande Hongrie, etc. Et il est très intéressant que tout le monde est justement préoccupé par l'attitude de M. Poutine à propos de l'Ukraine, qu'il considère de fait une partie de la Russie. Mais personne ne parle de ce que M. Orban a dit, c'est-à-dire qu'une partie de l'Ukraine, c'est bien de la Hongrie. Et que les citoyens de cette partie de l'Ukraine de l'Ouest, effectivement, devraient avoir, pour commencer, un double passeport. Alors on parle d'un pays quand même assez important de l'Union européenne. Donc la balkanisation, c'est quelque chose que nous avons internalisé. Ça fait partie, je ne parle pas de la Roumanie par exemple, ça fait partie de nous-mêmes, de notre famille européenne. Et le principe, c'est très simple. Pourquoi est-ce que je dois être une minorité dans ton État si tu peux l'être dans le mien? Vous comprenez très bien que ce n'est pas exactement une forme de mondialisation, c'est bien au contraire une forme de désagrégation de ce que les Allemands appellent la Kleinstaaterei. Les États deviennent de plus en plus petits. Et dans ces États, c'est très difficile d'avoir une véritable, je ne parle pas de démocratie, de vie politique. C'est vraiment la fin de la vie politique et c'est une sorte de retour à une idée un peu sauvage de l'humanité. On dit quelquefois on disait peut-être qu'il y avait quand même une tendance, peut-être pas à la mondialisation au sens d'un standard universel, mais quand même à des standards régionaux, c'est-à-dire à la formation de groupements régionaux très grands, quelquefois à l'échelle continentale ou peut-être subcontinentale, et on pourrait imaginer peut-être dans un futur une sorte de globalisation formée par agrégation d'archipels régionaux. Là aussi, j'ai quelques doutes que je voudrais partager avec vous. Prenons d'abord la plus grande région géopolitique du monde, ce qu'on appelle normalement l'Asie-Pacifique. D'ailleurs, là aussi, il y a des idées très différentes de l'Asie-Pacifique. Il y a une idée américaine qui correspond plus ou moins au commandement militaire de l'air qui va, disons, du Pacifique américain jusqu'à l'Inde. Il y a l'idée chinoise qui est un peu plus étroite et d'autres idées. Mais quand même, cette grande région, la plus importante peut-être maintenant au monde, n'a absolument pas de véritable cohésion régionale, d'institutionnalisation régionale. L'ASEAN, certainement, n'est pas quelque chose de semblable à l'Union européenne ou même à d'autres organisations régionales. Alors, la plus importante partie du monde n'est pas en train de s'intégrer du point de vue régional. Bien au contraire, ça devient le théâtre de la confrontation entre les Américains et les Chinois. Bon, l'Afrique, n'en parlons pas. L'Amérique du Sud, que mon ami le sous-secrétaire Mario Giro connaît très bien. Est-ce que le Mercosur est peut-être une région, à mon avis, mais là je parle sous le contrôle de Mario, pas. À mon avis, pas du tout. C'est quelque chose qui s'est un peu, disons, arrêté après des grandes espérances, peut-être parce que du point de vue du Brésil, c'est-à-dire du pays qui, en principe, pourrait être le fédérateur, le Mercosur, c'est un peu petit. Le Brésil, c'est une puissance mondiale, n'est-ce pas? On ne peut pas se limiter
à expliquer aux Argentins ou aux Équatoriens ce qu'il faut faire. Donc, l'Union eurasiatique de M. Poutine, après la fin de l'Ukraine, parce qu'on est en train de voir la désagrégation de l'Ukraine, à M. Poutine reste uniquement le Kazakhstan, parce que la Biélorussie, c'est franchement pas grand-chose. Et alors, Union eurasiatique, c'est quelque chose de un peu, disons, repoussé vers l'avenir, si jamais. L'Union européenne, Andrea a déjà dit, c'est une crise qui a plusieurs dimensions, la crise de l'Union européenne. À mon avis, l'aspect le plus intéressant et le plus dangereux, c'est qu'il s'agit d'une crise de confiance réciproque. Ce n'est pas uniquement une question de monnaie, d'économie, c'est une question culturelle. Par le biais de cette étrange monnaie qui est l'euro, et qu'il faut bien le rappeler, parce qu'ici on est entre Français et Italiens, nos décideurs de l'époque voulaient essentiellement pour arrimer l'Allemagne. Ce n'était pas un projet européen, c'est un projet de facto de containment, diraient les Américains, de la puissance allemande, et que les Allemands ont réussi habilement à renverser contre nous-mêmes, grâce à nous, il faut le dire. Alors, ce n'est pas uniquement une question de monnaie, mais cette monnaie a porté, disons, à l'évidence des stéréotypes culturels, même ethniques, très forts, qui existaient et qui existent toujours entre Européens, comme si chaque peuple, chaque État était un peu un caractère d'une comédie, un caractère spécifique qui ne change pas, qui ne peut pas changer, qui ne doit pas changer, surtout pas, parce que êtes-vous l'Italien? Continuez mon brave. Alors, vous voyez bien qu'on est très proche du racisme. Quand on commence à dire que ce pays, ce peuple n'est pas en gré de participer à un ensemble européen parce que les Allemands sont Allemands, les Italiens sont Italiens, les Grecs sont Grecs, les Français sont Français, donc on ne peut pas véritablement constituer un ensemble culturel, historique, géopolitique. Alors là, c'est vraiment une crise majeure. Une crise de légitimité et d'efficacité de la politique, on le voit très bien dans mon pays, où il y a une estimation d'approbation de nos institutions de 7%, je souligne 7%. Et entre guillemets, l'homme politique le plus populaire en Italie, c'est le pape argentin, avec, je crois, 90%, une chose comme ça. Alors, vous voyez bien qu'on est en train de se confronter à une crise, comme je disais, culturelle et spirituelle, et à l'avancée d'une sorte... Andrea parlait d'une déculturation, absolument, je partage ce concept, je dirais même une sorte de tentation matérialiste totalitaire, d'une vision complètement matérialiste de l'histoire et de nos vies. Nous sommes tous concentrés en nous-mêmes, nous avons largement perdu le sens de la communauté, de la possibilité, même de la nécessité de former des projets, de discuter, même de se battre d'une façon dialogique entre nous, entre différents projets. Et nous sommes tous concentrés sur notre existence actuelle, comme si c'était l'horizon. Non, ce n'est pas l'horizon. C'est la condition du départ de tout dialogue. Alors je termine ici en disant que, on parlait avant, Andrea parlait de l'humanisme. L'humanisme n'est pas uniquement possible, il est absolument nécessaire. L'horizon humaniste, c'est la seule possibilité de sortir de cette crise, de voir... Alors, Andrea a cité Marcuse, et moi je fais un pas un peu plus à gauche, moi je cite Rosa Luxemburg, et je rappelle ce que disait à propos de la liberté. La liberté, c'est toujours la liberté des autres. Jean-David Lévy, vous venez nous parler. Un monde en transition accélérée mais sans pilote. Je suis en accord profond
avec ce que vient de dire Lucio Caracciolo. Alors, je vais essayer peut-être de prolonger avec le regard du diplomate ce qu'il vient de nous dire de façon magistrale. Je suis frappé de voir que, dans le fond, depuis que l'histoire s'est remise en marche, nous changeons de monde tous les 10-12 ans. Alors, la première question, c'est, dans le fond, depuis quand l'histoire s'est-elle remise en marche? Chacun peut avoir son jugement. Après la Seconde Guerre mondiale, nous sommes entrés dans le monde bipolaire avec une transition mise en place, ordonnée, la création des institutions multilatérales qui nous accompagnent encore aujourd'hui. Et pendant quelques décennies, on avait l'impression que l'histoire était immobile, qu'elle était en quelque sorte dans le carcan bipolaire et qu'elle allait y rester indéfiniment. Et puis l'histoire s'est remise en marche. Alors, première question, quand s'est-elle remise en marche? Il me semble que c'est l'année 1979 qui est l'année peut-être où un certain nombre d'événements qui n'avaient rien à voir les uns par rapport aux autres ont provoqué ce mouvement de remise en marche. Le premier événement de 1979 qui mérite d'être noté, c'est le 11 février, la chute du Shah d'Iran. C'est un événement majeur pour les États-Unis, dont l'Iran était le premier allié au Moyen-Orient. C'est un événement majeur pour le monde parce que, d'une certaine façon, c'est le début du phénomène de l'islam politique que nous voyons aujourd'hui dans le monde arabe. Le deuxième événement de 1979 qui mérite d'être noté est la conséquence du premier, c'est le deuxième choc pétrolier. Après celui de 1973 et de la guerre Israël-pays arabe, la révolution iranienne a provoqué un deuxième choc pétrolier qui a eu des conséquences sur l'économie mondiale, notamment sur l'économie américaine. Et c'était l'époque où l'Amérique était en panne avec la prise des otages à Téhéran, qui a coûté son poste au président Carter, en panne sur le plan économique où on voyait en face d'une Amérique un peu en retrait un Japon conquérant qui était promis à devenir la première puissance économique du monde. C'était les prédictions des prévisionnistes de l'époque qui rachetaient Hollywood et l'Empire State Building. Le troisième événement, c'est le début des réformes économiques en Chine. À la fin de l'année 1979, Deng Xiaoping est suffisamment assuré de son pouvoir pour lancer les premières réformes économiques. À l'époque, c'était passé inaperçu, mais c'est un événement évidemment d'une importance globale. Et puis le quatrième événement est intervenu le jour de Noël, le 25 décembre 1979, c'est l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS. À l'époque, alors que l'Amérique était dépeinte en panne, l'URSS était au contraire perçue comme à l'offensive en Afrique avec l'Angola, avec l'Éthiopie et naturellement en Afghanistan. Alors, l'histoire se remet en marche et je vous propose, à partir de ce moment-là, de regarder ce qui se passe tous les 10-12 ans. Et vous verrez, on change de monde en réalité. Donc, nous franchissons 12 ans, nous voilà en 1989, le mois de novembre arrive, le 9 novembre, le mur de Berlin est démoli. C'est le résultat de deux choses, l'échec soviétique en Afghanistan et le rebond américain avec l'élection de Reagan, la guerre des étoiles, etc.
c'est un événement totalement majeur, inattendu. Ce jour-là, j'étais ambassadeur à Genève ONU, je dînais chez un collègue, l'ambassadeur russe était là, soviétique, et je lui ai dit, Dimitri, as-tu vu, le mur de Berlin est en train d'être démoli. Et il m'a répondu, impossible. Alors je lui ai dit, mais si, regarde la télé, c'est en train d'arriver. Et c'était pour lui, comme pour le monde entier, quelque chose d'absolument incroyable. Or, c'était en train d'arriver. Et donc, on est en train, en 1989, de changer de monde d'une façon considérable, pas à la suite d'une guerre, d'une offensive, mais tout simplement par explosion de l'Empire soviétique, suivie de l'implosion de l'Empire russe en 1991. Et les deux acteurs de ces changements sont Gorbatchev puis Yeltsin. Et alors ça veut dire qu'on rentre d'un seul coup dans un monde complètement nouveau. Le monde bipolaire est terminé. On rentre dans une décennie unipolaire. Les États-Unis, sans l'avoir particulièrement recherché, la seule superpuissance, l'hyperpuissance, dominant dans tous les domaines, que ce soit la culture, les sciences, l'économie, le militaire, tous les autres pays, et de plusieurs longueurs. Mais c'est beaucoup plus que cela. C'est la fin du communisme, sauf à Cuba et en Corée du Nord. C'est la fin d'un siècle d'idéologie. Le fascisme, le nazisme, le communisme disparaissent. C'est le début de la globalisation parce que non seulement les frontières en Europe de l'Est disparaissent, c'est l'ouverture, mais la Chine, après 10 années de réformes économiques majeures, elle aussi entre dans le monde qui devient global. Et l'économie de marché devient la règle du jeu suivie par tous. Et donc, c'est une transformation brutale, inattendue, qui a produit des effets considérables. Alors, passons encore 12 ans cette fois-ci. Nous voilà en 2001, le 11 septembre. Ce jour-là, j'étais ambassadeur à New York ONU et j'ai vu la destruction des tours jumelles depuis les fenêtres de mon bureau. Et j'ai ressenti le choc profond que cela représentait pour le peuple américain. Voilà un peuple qui était au sommet de sa puissance, de son rayonnement, et qui, tout d'un coup, découvre son extraordinaire vulnérabilité. Il a suffi de 2 douzaines de terroristes djihadistes suicidaires armés de cutters pour abattre les 2 tours jumelles qui étaient le symbole au cœur financier de New York de l'Amérique triomphante. Et ce choc profond a eu comme conséquence 2 guerres, une guerre légitime, c'est notre avis, en Afghanistan, et une guerre de choix catastrophique qui a été la guerre en Irak. Le 11 septembre, les 2 guerres en Afghanistan et en Irak ont montré les limites de la surpuissance américaine. Les États-Unis, malgré leur écrasante domination dans le domaine militaire, ne sont pas parvenus à régler les problèmes que subissaient l'Afghanistan et l'Irak. Et donc, c'est une leçon dont le président Obama tire les conséquences aujourd'hui, mais pendant que l'Amérique découvrait que son pouvoir n'était pas absolu mais relatif, nous étions en face de l'émergence non seulement de la Chine,
mais d'un retour de la Russie sur la scène de l'histoire, et puis de l'émergence de nouveaux venus, l'Inde, le Brésil, d'autres encore. Le groupe des BRICS était né. Et donc, c'est le début d'une décennie multipolaire. Et puis, donc, passons de nouveau 12 ans, et nous voilà aujourd'hui. Et il me semble qu'aujourd'hui, nous sommes de nouveau en train de rentrer dans un monde complètement différent. Nous quittons le monde multipolaire et nous entrons dans un monde qui me paraît à la fois apolaire, polycentrique et en voie de fragmentation. Alors, ces trois mots appellent explication. Apolaire, ce que je veux dire par là, c'était le titre de ma démonstration, il n'y a plus de pilote dans l'avion. Les États-Unis du président Obama sont en relatif désengagement. Lisez son discours à West Point et vous verrez ce que je veux dire. Pourquoi l'Amérique devrait-elle intervenir tout le temps, partout, qu'elle s'occupe d'abord de ses problèmes? Et quand on parle de pivot to Asia, moi je pense que c'est plutôt pivot to America. La priorité du président Obama est de reconstruire la force économique de l'Amérique. On pourrait penser que l'Union européenne pourrait prendre le relais, mais comme cela vient d'être dit, nous avons nos problèmes. La zone euro, la recherche d'un futur président de la Commission, tout ça nous absorbe. Et nous ne sommes pas prêts, nous, Européens, à prendre le relais de l'Amérique. Alors vous me direz, mais il y a les émergents. Mais les émergents, la Chine, l'Inde, le Brésil, réclament plus de droits dans les organisations internationales, mais refusent d'assumer les responsabilités qui devraient aller avec ces droits. Si vous dites aux Brésiliens ou aux Indiens de venir s'occuper des problèmes de la Syrie et de l'Irak aujourd'hui, inutile de chercher longtemps la réponse, elle sera négative et totalement négative. Et donc, il n'y a plus de pilote. Le deuxième fait, c'est que la table à laquelle se prennent les décisions s'est élargie. Le groupe des BRICS, c'était la décennie passée. Aujourd'hui, c'est the rise of the rest of the rest, c'est-à-dire que des puissances nouvelles émergent dont il faut tenir compte parce qu'elles veulent participer à tous les processus de décision qui les concernent. Je pense à la Corée, à l'Indonésie, au Mexique, à la Turquie, au Nigeria. Et tous ces pays estiment que leur réussite devrait leur valoir respect et considération. Et naturellement, ils ont bien raison. Donc, voilà le premier point, un monde qui est devenu apolaire. Le deuxième point, me semble-t-il, c'est le polycentrisme. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a, dans le fond, trois pays qui ont une revanche à prendre sur l'histoire. En tout cas, c'est leur conviction. Le premier, mais je le dis avec un point d'interrogation, c'est l'Inde. L'Inde vient d'élire un nouveau Premier ministre, Modi, qui incarne l'hindouisme nationaliste. L'Inde estime que dans le sous-continent indien, c'est elle qui est en charge des dossiers. Et quand nous avions, à l'époque du très tragique conflit du Sri Lanka, par exemple, publié un communiqué pour déplorer quelques massacres, j'avais eu droit à la visite de l'ambassadeur de l'Inde dans mon bureau pour me dire « Non, attendez, ça, c'est pas pour vous, c'est chez nous ». Et un jour, il m'avait dit « Nos voisins afghans ». Alors je lui avais dit entre vous et l'Afghanistan, il y a quand même le Pakistan. « Ah oui, non mais ça c'est récent. Mais de tout temps, nos voisins ont été les Afghans. » Donc il y a une espèce de
volonté indienne de considérer que tout ce qui se passe dans l'espace du sous-continent indien, eh bien, c'est à eux de s'en occuper. Le deuxième pays qui a une revanche à prendre sur l'histoire, c'est évidemment la Chine. La Chine, l'empire du milieu, a vécu pendant des millénaires une position de domination régionale. L'empire du milieu devait recevoir les émissaires des États barbares qui l'entouraient, dont le rôle était de venir à la cour de l'empereur, payer tribut et repartir illuminés par la civilisation chinoise. Il y a eu 150 années de malheur, les invasions occidentales, puis japonaises. Aujourd'hui, la Chine est debout, elle est de retour sur la scène de l'histoire, elle a retrouvé sa place dans l'économie mondiale et elle entend reprendre son affirmation suzeraine dans son espace régional. Et c'est en effet un problème parce qu'à la différence de l'Allemagne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le Japon n'a pas su trouver les mots pour tourner la page tragique des décennies passées. Et donc, on est en effet devant une confrontation sino-japonaise. Mais cela va bien au-delà. Cela concerne aussi toute l'Asie du Sud-Est, où, vous le voyez en mer de Chine du Sud, la Chine veut affirmer cette espèce de suzeraineté. Le troisième État, c'est naturellement la Russie. Comme je l'ai dit, l'Empire soviétique s'est effondré sur lui-même. Nous n'y sommes pour rien, si je puis dire, mais il est clair que la Russie veut prendre une revanche sur l'histoire, reconstruire la grandeur du peuple russe. Il semble qu'il y a une différence entre la Chine et la Russie. La Chine accepte volontiers des voisins forts, heureux et entreprenants, comme la Corée ou le Japon, dès lors que ces pays acceptent une sorte de suzeraineté morale, politique de la Chine dans leur environnement. Pour la Russie, c'est un peu différent. La grandeur du peuple russe se reconstruit en écrasant les voisins. Alors, nous l'avons vécu en août 2008 avec la Géorgie, et c'est ce que nous avons vu et que nous voyons aujourd'hui avec l'Ukraine. Le troisième trait dominant de cette nouvelle ère dans laquelle nous entrons, c'est évidemment, me semble-t-il, la fragmentation. Alors, cela a été mentionné, moi je l'illustre avec, en Europe, le référendum en septembre, en Écosse, la demande en Espagne d'un référendum pour la Catalogne, et en Belgique, les Flamands. Mais c'est un processus qui continue et qui a été illustré, en effet, à propos de la Hongrie, et on pourrait continuer. Ce même processus de fragmentation marque l'espace du Moyen-Orient. En 1916, Sykes et Picot ont tracé les frontières du Liban, de la Syrie, de la Jordanie et de l'Irak. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est la fin de l'accord Sykes-Picot. La guerre en Syrie est en train, sous les coups de boutoir des heurts chiites, sunnites, de casser une nation qui s'était pourtant affirmée avec force. Et ce que vous voyez avec les djihadistes sunnites en Irak en ce moment même est potentiellement à nouveau le morcellement de l'Irak. D'ailleurs, si vous allez au Kurdistan d'Irak, vous avez le sentiment d'être dans un pays qui est déjà indépendant. Et les Kurdes d'Irak, naturellement, tendent la main aux Kurdes de la Syrie. Et donc, c'est ce détricotage qui me paraît être aussi un troisième trait dominant de la période dans laquelle nous sommes entrés. Ajoutez à cela que les organisations internationales n'ont pas réussi à suivre le mouvement de la globalisation dans laquelle nous sommes
entrée à partir de 1989 et dans laquelle nous restons. On reste un village global, interconnecté sur le plan de l'économie, sur le plan des individus, mais les structures étatiques s'effritent et les organisations internationales n'arrivent pas à accompagner ce mouvement, à se moderniser. Regardez par exemple l'OMC qui n'arrive pas à conclure le round de Doha. Résultat, des accords régionaux sont en négociation, transpacifiques, transatlantiques. La globalisation n'est pas remise en cause, mais elle n'arrive pas à être mise en œuvre au niveau des organisations internationales. Et pour conclure, je dirais qu'il me semble que devant ce désengagement américain, cette absence de leadership, ces organisations internationales en panne, il faut que nous ayons une vision raisonnable mais efficace. Je plaide pour des coalitions ad hoc qui se créent sujet par sujet. Je prends deux exemples. Le premier, c'est l'affaire du Proche-Orient. Il y a actuellement une négociation sur le programme nucléaire militaire iranien qui est conduite par ce qu'on appelle le P5+1, les 5 permanents du Conseil de sécurité et l'Allemagne. Ce serait bien si les mêmes acceptaient d'étendre leurs responsabilités à ce qui se passe en Syrie et en Irak, parce que si personne ne s'en occupe, on va vers une tragédie dont on paiera les conséquences longtemps. Il me semble que sur la question de l'environnement, qui est absolument majeure, si on veut éviter l'an prochain à Paris, dans le grand rassemblement mondial, un échec aussi dramatique que celui que nous avons vécu en 2009 à Copenhague, eh bien, il faut des coalitions ad hoc. Si la Chine et les États-Unis arrivent à s'entendre pour régler 2 ou 3 problèmes, moi je dis bravo. Voilà une brique qui permet des progrès. Si quelques États sont capables de s'entendre pour lutter contre la déforestation en Amazonie et dans le bassin du Congo, bravo. Et donc, je plaide en quelque sorte pour un minilatéralisme ambitieux, c'est-à-dire des coalitions ad hoc, de volontaires, pour que tous ceux qui en ont la capacité rassemblent leurs énergies pour éviter que le monde dans lequel nous sommes entrés depuis 1 an, 2 ans, soit celui de tragédie, mais au contraire, celui de nouveaux progrès. Je vous remercie. Mario Giraud, vous êtes secrétaire d'État aux Affaires étrangères et vous nous parlez sur le thème « Que peut-on faire? Quel chemin pour l'Europe dans la globalisation ?» Donc il m'est choix de parler bien de l'Europe quand nous avons eu un panorama, un scénario si problématique et si vrai et si intéressant. Moi, plus modestement, j'essaierai de vous donner, de ceux qui m'ont précédé, j'essaierai de vous donner quelques idées à partir de la situation européenne aujourd'hui. Nous avons vu les élections, d'accord. Nous savons quels sont nos problèmes. Le premier thème, c'est sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est la question qui concerne le pouvoir d'attraction de l'Europe. L'Europe continue, malgré tous ses défauts, à avoir un fort pouvoir d'attraction. Il faudrait se demander pourquoi. Dans un monde d'incertitude et déculturé, comme disait le professeur Riccardi, où les pouvoirs informels et criminels dictent la ligne, comme disait Lucio, ou apolaire, comme disait l'ambassadeur Levitt, pourquoi l'Europe reste encore si attrayante? Pourquoi encore elle a un pouvoir d'attraction? Je propose l'idée que, à la différence des États-Unis, qui sont un modèle pour les individus, finalement, au fond, l'Europe est un modèle pour les peuples et pour les États-nations. Presque même pour se protéger. Justement, avec ces frontières fragiles dont tu disais, Lucio, et Schuman disait déjà, nous ne sommes pas contre les frontières, nous voulons
enlever aux frontières leur rigidité, leur hostilité. Justement, pour se protéger, peut-être l'Europe est un modèle plutôt pour l'État-nation et même paradoxalement, contre ses prétentions. En ce sens, il y a un moment où, et c'est le cas aujourd'hui, l'Europe est moins populaire parmi les citoyens que parmi les élites. Justement à cause de ça. Un deuxième point, c'est la question qui tourne autour le concept du conflit. Nous voyons que, comme il a été très bien expliqué par ceux qui m'ont précédé, le conflit est devenu populaire, est redevenu populaire. Peut-être dans un monde bipolaire, le conflit était réglé, réglementé. En Europe, on avait, et on a encore, la prétention de la fin du conflit en quelque sorte. Mais dans un monde comme il a été décrit, le conflit est monnaie courante. Alors, face au conflit, la seule entité à contre-courant, c'est la méthode, si vous voulez, ennuyeuse et longue, mais de négociation permanente que nous avons inventée pour l'Europe, fonctionnellement inventée pour l'Europe. C'est la seule réponse expérimentée qui existe. Bien sûr, le Mercosur, ce n'est pas vraiment un exemple pour le moment très parlant. Et finalement, même les tenants de... Parce qu'on parle de conflits à tous les niveaux. Et on parle de crise à tous les niveaux. Pensez aux jeunes générations qui reçoivent un message des adultes ou d'une société, même les nôtres, où prévaut la crise des valeurs, la crise économique, la crise financière, la crise de l'environnement, etc., etc. Tout un message de crise et de conflit. Même les tenants de l'intervention humanitaire le savent. Donc finalement, quelle est la réponse, la seule réponse? Alors là, comment faire la part des choses? Comment expliquer pourquoi l'Europe ne plaît plus, même si c'est le seul expériment, la seule réponse expérimentée aux nécessités d'ordre et des régulations que la mondialisation nous amène jusqu'à la porte de nos maisons? Pourquoi alors ne nous sommes pas si défenseurs de... Probablement, je pense que nous avons l'idée que ce système, c'est un système, un peu mentalité française si vous voulez, un système ordonnateur général. Tandis que ce n'est pas un système ordonnateur général, un peu comme pourrait l'être l'État social, non, mais c'est quelque chose qui ne s'explique pas de soi. Il faut toujours l'expliquer, comme la démocratie. C'est la même attitude que nous avons envers la démocratie. Nous pensons, après des décennies de démocratie, la démocratie est là, elle sera toujours là. Ce n'est pas le cas. Nous savons que pour, disons, nous permettre de résister au sursaut de la géopolitique des émotions, la démocratie doit être toujours et toujours réexpliquée. De la même manière, la méthode de la négociation doit être toujours et toujours réexpliquée. En quelque sorte, seulement si tu auras un succès, tu pourras être en mesure de l'expliquer aux gens et d'avoir l'attention des gens. Troisième élément, je pars de la peur. Le discours de la peur, on l'a fait, le professeur Riccardi est très clair. Finalement, l'État social était le grand espoir de sortir de la peur, une promesse de sortie définitive de la peur. Aujourd'hui, l'État sécuritaire, c'est la rentrée, c'est la peur comme ressource. D'ailleurs, la peur ne vend si bien que comme aujourd'hui, à tous les niveaux. Donc, alors là aussi, naturellement, la peur et ses conséquences, le mépris culturel. Tu as parlé de racisme en Europe.
C'est de crise spirituelle, là où finalement on donne au peuple en quelque sorte des caractéristiques qui sont toujours les mêmes d'ailleurs et qui sont immuables. Et ça, c'est un grand problème. Devant cela, nous avons un modèle, un modèle européen de développement économique et social en crise. Pourquoi ? Je propose l'idée que, assez banale si vous voulez, que finalement nous avons été trop superbes, trop arrogants, nous les Européens. Et nous avons pensé que notre modèle n'était pas viable pour les autres. La vérité, c'est ça. Et c'est pour ça que les autres maintenant veulent se prendre des revanches sur l'histoire, comme a très bien dit l'ambassadeur Leavitt. Que ce modèle était seulement pour nous. Or, ce modèle peut être un modèle seulement s'il est pour tout le monde, s'il est viable pour tout le monde. Et là, par exemple, faisons l'exemple de l'Amérique latine. L'Amérique latine, tant bien que mal, dans ces derniers 10 ans, a essayé de trouver la réponse à une grande question, qui est encore aussi la nôtre et qui est générale. Comment est-ce que nous allons faire pour contraster l'inégalité? La grande question de l'inégalité. C'est leur problème, d'ailleurs, c'est la crise, disons, des émergents, pour ne pas tomber dans la middle income trap, comme on dit, c'est-à-dire rester au milieu du gué, ne pas terminer le développement, ne pas passer à travers tous les étapes de développement, est justement, pose justement la grande question de l'inégalité, qui est la question du Brésil. C'est bien vrai que les Brésiliens, j'ai fait l'expérience directement, parlant de Syrie, à Planalto directement, en parlant de Syrie, sur la Syrie, disons effectivement, ça c'est une question qui ne concerne pas nous qui sommes de l'autre côté de l'Atlantique, même s'ils sont contents d'avoir leur communauté syrienne et libanaise, bien sûr. Mais finalement, le Brésil est confronté à ce grand problème de l'inégalité. Et naturellement, lorsque tu permets à 40 millions de personnes, comme la politique de Cardoso Lula, continuée tant bien que mal par Dilma, a permis à 42 millions de personnes de s'élever de la pauvreté extrême à une petite classe moyenne, que eux-mêmes appellent la classe C, donc même pas classe moyenne, et après les gens comme prétendent et ont leurs prétentions. Moi, je pense que nous, les Européens, nous devons nous poser le problème du modèle exportable, c'est-à-dire du modèle pour tous. Si le modèle n'est pas pour tous, notre destin est celui de la Suisse. Si nous aurons la chance, parce que on pourrait aussi être emporté. Et c'est pour ça que l'Europe n'est pas populaire. Parce que là, il y a un manque de pathos, de vision, comme disait le professeur Riccardi. Parce que si tu as une grande idée, et là j'arrive à la dernière question, celui de la vision, de la méthode, si vous voulez. Nous avons utilisé, pour parler d'Europe, une méthode seulement défensive. Rappelez-vous, lorsque, pour expliquer la question de l'euro, on disait le coût de non-euro. C'est-à-dire, on expliquait au contraire sur la défensive. Nous avons communiqué aux Européens, à nous-mêmes. Nous nous sommes communiqués à nous-mêmes que l'Europe, c'est un mur, que l'Europe, c'est quelque chose qu'il faut préserver. Nous avons communiqué dans notre discours la peur. Alors, est-ce que, pour paraphraser Paul Valéry entre les deux guerres, l'Europe a eu la politique de sa pensée? Non, elle n'a pas eu la politique de sa pensée. Elle a été défensive et elle a été interprétée par même les plus philo-européistes comme un mur défensif, comme une protection. Elle n'a pas voulu accepter le discours sur la globalisation ou la mondialisation avant et sur la fragmentation aujourd'hui, ou sur le monde apolaire aujourd'hui, comme vous avez dit, et elle s'est appauvrie. Dans sa recherche de défense, elle s'est appauvrie spirituellement. Le résultat, c'est que l'Europe est devenue quelque chose de
mal vu par les Européens à cause du fait que les Européens ont été habitués à peser l'Europe sur les détails techniques et sur les aspects, disons, de convenance immédiate. Là, c'est la grande différence entre la génération de ceux qui ont construit ou voulu l'Europe au départ et ceux qui l'ont gérée aujourd'hui. Alors, pour reprendre, non, parce que ça c'est la question que vous m'avez posée, et c'est une question difficile parce que tout le monde parle mal de l'Europe aujourd'hui, j'ai essayé par ces 4 points de m'expliquer, de nous expliquer qu'est-ce que l'Europe aujourd'hui et pourquoi est-on arrivé là. Et la dernière observation que je pourrais faire, c'est sur la question de la souveraineté. Finalement, le Parlement européen a été aujourd'hui élu avec la présence de beaucoup d'eurosceptiques, etc. Mais tous ces gens-là veulent y être. Et le Parlement européen, paradoxalement, et sans qu'on l'ait vraiment pensé, parce que moi, je me rappelle, depuis que je suis enfant, la bataille entre Conseil et Commission, et le Parlement européen, l'ambassadeur m'en sera témoin, était toujours l'enfant pauvre, hein, le vase d'argile, etc. Et de toute façon, c'était une idée farfelue. Oh, de toute façon, c'est une chose... C'est comme une élection de 2e degré, n'est-ce pas? Et moins important que les régions en France, presque. Bon, je ne dis pas les départements, mais bien sûr. Finalement, le Parlement européen est devenu le croisement de tous les pouvoirs. Alors, où est la souveraineté en Europe? Ça, c'est la question avec laquelle je vous laisse. Je crois que les citoyens ont l'espoir de retrouver exactement ce pathos, ce sentiment qui nous amènera, on espère, par un plus d'intelligence, comme le demandait le professeur Riccardi, à une autre vision d'Europe à travers le Parlement, et c'est-à-dire le fait que les citoyens, et c'est toujours la méthode démocratique, sont pris à partie et deviennent les véritables protagonistes. Et je ne pense qu'il y a aucune autre route. Il n'y a pas un chemin technique, il n'y a pas un chemin de technopolitique ou un chemin qui puisse passer à travers le fonctionnalisme d'une certaine classe. Je pense que seulement en investissant vraiment à travers le Parlement, les citoyens, on pourra reprendre. Merci. Il me déplaît que nous sommes à la fin, car je trouve des motifs pour continuer la réflexion et la recherche. Je veux partir de Lucio Caracciolo. Il a parlé de Fukuyama et de la fin de l'histoire. Il faut dire, c'est exagéré, quand nous avons lu ces volumes, c'était une claire exagération, ce que nous, en italien, nous appelons une americanata. Mais quand même, il avait le sentiment que l'histoire était finie. Pas la fin de l'histoire, mais la fin d'une certaine histoire, avec une vraie question. Comment faire histoire dans cette nouvelle situation? Ça, c'est le problème. Comment sortir de cette condition d'impuissance interconnectée? Car nos pays européens sont impuissants. Regardez la situation de la Syrie. Les États-Unis sont impuissants. Les Russes se montrent puissants, mais ils sont aussi impuissants. C'est un système d'impuissance interconnectée, pas seulement pour les veto, mais pour une condition réelle. J'admirais ce que M. Levitt a proposé et je veux y réfléchir. Cette interprétation de cycle. Notre génération, il faut le dire, peut-être, Père de Romanet, vous n'êtes pas vieux comme moi, mais quand même, notre génération a vécu les deux moments, avant la guerre froide et après le monde global. Et 89 a été perçu comme un grand passage.
un énorme passage. Je pense que c'est vrai, mais je pense qu'il faut nuancer 89. Et il faut voir que dans les décennies précédentes, il est arrivé quelque chose de très important. Et que le monde, entre 1945 et 1989, a été une parenthèse exceptionnelle. Ce que Benedetto Croce écrivait à propos du fascisme, c'est une parenthèse. Et les historiens et les hommes politiques de mon pays disaient non, les racines du fascisme sont dans toute l'histoire italienne. C'est une parenthèse. C'est un monde terrible, le monde de la guerre froide, mais il était perçu comme un monde ordonné dans la peur, dans la confrontation, avec deux fédérateurs. Et des autres qui avaient le statut de fédérateur, mais n'étaient pas fédérateurs. C'est un monde tranquille, avec ce conflit, où on avait gommé les valeurs de religion, les valeurs des nations, les valeurs des ethnies. On avait des conflits en Afrique qui étaient des conflits ethniques, mais étaient des conflits entre occidentaux et pro-communistes. Mais étaient des conflits ethniques. Mario, nous l'avons expérimenté au Mozambique. Alors, je pense qu'il faut regarder un peu en arrière. Aussi pour mon pays, l'Italie, la crise, la vraie crise de la Première République commence en 1978 avec l'assassinat d'Aldo Moro. Et les années 80 sont un prolongement agonique de la situation pour arriver à la fin dans les années 90. Mais il y a des faits très importants dans les périodes précédentes. Je dis, le renforcement des mafias qui sont devenus maintenant des acteurs majeurs de relations internationales et de relations économiques. Je ne propose pas de donner un siège permanent aux mafias au Conseil de sécurité, mais quand même, c'est quelque chose à considérer comme des acteurs. Ils sont des acteurs officiellement ignorés, mais nous voyons la politique au Mexique. La politique qui a géré des relations avec une médiation, une négociation avec les mafias, a eu des résultats de le contrôler, et la politique d'affrontement a eu le résultat d'une crise majeure. Mais ça, ce n'est pas pour parrainer les thèses d'une classe politique italienne pour la négociation avec les mafias. Alors, je dis les mafias. Et l'autre, et ça m'intéresse beaucoup, et je l'ai déjà dit dans ce cadre, le monde n'est pas devenu une grande France avec la sécularisation. C'est-à-dire, l'année 79 était important, vous l'avez souligné, les retours de Khomeini, c'est les retours de l'islam politique et de la religion comme acteur majeur. Mais il y a aussi la naissance de Solidarność en Pologne et l'élection de Jean-Paul II, quelques mois avant le retour de Khomeini. C'est le retour de facteurs religieux comme acteurs majeurs et transnational sur la scène politique. Deux éléments de cette globalisation ou de cette période de siècles de personnes, l'a défini Lucio Caracciolo. Je pense que notre défi, ce n'est pas trouver les dominateurs, les fédérateurs de ce siècle, mais c'est d'éviter que ce siècle soit un siècle pour rien. Ça, c'est le grand problème. D'accord, un siècle de personnes, mais pas un siècle pour rien. Ça, selon moi, c'est le grand problème moral et politique de notre temps. C'est-à-dire, comment faire histoire dans ces périodes. Il faut oublier les catégories politiques de la guerre froide. C'est une parenthèse. On revient au passé dans un cadre totalement différent.
Et on a le sentiment quelquefois d'être revenu au passé. Je ne vais pas parler de la Somalie, qui était comme ça avant de la colonisation italienne. Et on pourrait dire que la colonisation italienne en Somalie soit un siècle pour rien, mais ça c'est autre chose. Mais aussi quand on parle de l'Est européen, l'Ukraine, pour des siècles et des siècles, l'Est européen a été une terre de turbulences. Et l'Ukraine a été, pour définition, pour des siècles, une terre de turbulences. Et l'introduction, Mario, de frontières rigides a été un progrès de la paix dans cette terre de turbulences. Et une occasion de guerre, mais un progrès de la paix et de la stabilité. Et alors, nous sommes dans un temps de fragmentation où on se trouve devant des choses non prévues. Nous avons pensé que les grands problèmes du Moyen-Orient étaient palestiniens et israéliens, la paix, l'accord, après cette guerre de plus d'un demi-siècle, et nous trouvons détruit l'architecture Sykes-Picot, et nous trouvons la fin de l'histoire du Moyen-Orient comme il est né après la chute de l'Empire ottoman. Cette fragmentation nous interroge sur la nécessité de tous les acteurs dans ce cadre. Alors la question de l'Iran n'est pas une question idéologique, c'est une nécessité. Pour résoudre certaines situations, on a besoin de tout le monde. Car il y a un pouvoir de l'exclu, que c'est un pouvoir énorme, c'est un pouvoir de veto de l'exclu. On le sait bien, qui fait une politique à travers le consensus. La situation est dramatique. En vous écoutant, juste notre ami Mario Giro, qu'il a été baptisé européen jusqu'à sa naissance, a eu des expressions d'optimisme. Lucio Caracciolo a parlé très préoccupé et à la fin il a postulé, je dirais, une certaine renaissance humaine et spirituelle contre la tentation matérialiste totalitaire. Et il a dit l'humanisme est nécessaire. Et monsieur l'ambassadeur Levitt a parlé de notre temps, de ce cycle comme un cycle dangereux, un cycle de fragmentation. Et alors, quoi faire? Je pense que la seule idée, le seul outil que nous avons dans nos mains, nous, individus, intellectuels, États, groupes sociaux, et institutions, universitaires, le seul outil est l'idée de alliance. Alliance, c'est peu. On avait le téléphone rouge, on s'appelait de Kremlin à la Maison Blanche, on pouvait résoudre les questions. C'était un peu une illusion, mais c'était la vérité aussi. On pouvait résoudre les grandes questions avec l'accord de deux hommes, de deux puissances. Et maintenant, nous avons l'humble outil de faire alliance. Alliance de pays, des acteurs non étatiques, alliance d'intelligence et de culture. Car je pense que dans ce cadre de fragmentation, aussi la culture a un pouvoir fédérateur. Et il y a une force d'initiative. En ce sens-là, j'explique le petit travail de la communauté de Sant'Egidio dans le cadre international. Elle n'a aucune puissance. Je me rappelle, un jour, Mario était avec moi, une conversation avec le premier ministre Jospin, on parlait de Sant'Egidio, il disait « c'est très intéressant, votre expérience, mais en France, ce n'est pas possible. » Je dis « Pourquoi ? Car en France, il y a la laïcité. » Je pense
que l'espace d'une initiative comme Sant'Egidio, c'est la capacité de prendre l'initiative. Car dans l'état de fragmentation, il y a des vides, vacuum. Et aussi, je crois que dans ce cadre complexe, sombre, où l'imprévu peut toujours arriver demain, Mossoul, c'est l'imprévu. Il semble d'être en guerre. Il n'y a plus de frontières qui protègent. Et ici, Mario, la peur produit une demande sécuritaire énorme. La peur produit l'état sécuritaire, les frontières sécuritaires, mais maintenant l'interconnexion rend difficile ou impossible tout ça. Je crois aussi à la nécessité d'une révolution spirituelle. Ça, c'est capital. Et c'est le nouveau rôle de la culture et des acteurs religieux. Sans révolution spirituelle, le grand risque, c'est celui que Lucio Caracciolo indiquait, la réduction de l'existence aux horizons égotiques. Mais une révolution spirituelle de foi, de valeur, mais aussi une révolution spirituelle d'une nouvelle intelligence. Car je crois que dans le monde contemporain, on ne vit pas dans une manière humaine, équilibrée, sereine, sans savoir comprendre un peu ce qu'il arrive. Sans un peu de culture, comment comprendre Mossoul, comment comprendre les Balkans, comment comprendre l'Ukraine. Mais l'Ukraine, les Balkans, Mossoul arrivent aussi chez nous. Ce n'est pas une affaire d'outre-mer, c'est une affaire qui arrive chez nous. Alors, je suis très reconnaissant de ce qu'on a dit et des pistes de recherche qu'on a ouvertes. Et j'ai le plaisir d'avoir vécu cette table ronde comme une alliance, pas de pouvoir, une alliance d'intelligence, une alliance qui vient de l'UN, mais une alliance qui peut continuer à procéder dans le cadre de cette histoire complexe. Alors peut-être globalisation, l'idée, le mot, l'expression, le significat est un peu rigide, mais il faut tenir l'idée de globalisation comme horizon, mais il faut avoir la capacité d'écrire des histoires, de vivre des histoires, de penser des histoires. Merci.